C'est une nécessité pour le ministre de l'économie et des finances, cette surtaxe d'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que vous en pensez, Dany Lang ? Moi, évidemment, on va être en désaccord là-dessus. Je ne vous surprendrai pas. Nous avons beaucoup de points d'accord aujourd'hui sur ces choses-là. Moi, je trouve et je pense que la progressivité de l'impôt est normale. La surtaxe d'IS a concerné essentiellement les grands groupes qui, par ailleurs, peuvent se permettre des avocats fiscalistes qui leur permettent, par ailleurs, de payer moins d'impôts que les PME et les PMI. Donc moi, je trouve ça intéressant. Et notamment cette année, c'est encore plus intéressant que l'année dernière, puisque les ETI vont bénéficier d'une réduction de cette surtaxe. C'est progressif, c'est nécessaire. Et moi, je m'en réjouis. Et de la même manière, Zuckman, on en fait tout un scandale, mais j'en suis désolé, il y a un sujet sur la concentration des patrimoines au sein des 0,1%, et si on ne fait rien, dans quelques années, la démocratie ne sera plus tenable, puisque tout le patrimoine appartiendra au 1%. Donc sans classe moyenne, une démocratie n'est pas tenable, et on ne peut pas continuer dans cette voie. Léonidas. Non, ce que je trouve vraiment navrant, c'est que d'abord, on n'ait pas tiré la leçon de pourquoi on en est dans la situation budgétaire dans laquelle nous sommes, qui n'est pas le résultat de la politique de l'offre. La politique de l'offre, je suis totalement d'accord avec Christian Poyot, a apporté des résultats. La seule difficulté que nous ayons, c'est que là où on s'attendait à ce que la politique de l'offre remette l'état budgétaire en situation à peu près équilibré, parce que l'on a créé à peu près 2 millions d'emplois, parce que ça devait faire baisser les charges, et ça devait donc être économiquement et socialement utile. Il s'avère qu'en parallèle, on n'a pas baissé les charges. Au contraire, au fur et à mesure que la politique de l'offre... Les dépenses. Au fur et à mesure que la situation économique allait mieux, on a dépensé davantage. Donc la dépense publique n'ayant pas été réduite à mesure que la croissance était au rendez-vous, eh bien, le fardeau n'a cessé d'augmenter. Et donc, c'est ça l'origine de la situation budgétaire dans laquelle nous sommes. Sinon, la politique de l'offre a eu les résultats que l'on escomptait. Et donc, il faut effectivement pas la casser. Et dès lors, je suis en total désaccord avec vous, bien entendu, sur le fait qu'il faudrait aller chercher les coupables dans je ne sais quelle entreprise qui n'aurait pas payé Je assez. n'ai pas employé ce mot et je ne l'emploierai jamais. Alors, tant mieux. Je ne dis pas qu'il y a des coupables et des méchants. Alors, les responsables... Je dis simplement que chacun doit payer sa juste part. Ce qui n'est pas du tout la même logique que celle que vous m'imputez. Donc il y a une forme d'injustice fiscale selon vous, Dany Lang. Complètement, mais regardez le rapport que Zuckman avait rendu pour le G20, et c'est pas une spécificité française. Pardonnez-moi, mais Zuckman... Plus on est riche, moins on paye. Mais pardonnez-moi, en l'occurrence, pour ce qui est des coupables, Zuckman a utilisé ce terme, puisque... Mais je ne l'utiliserai pas, je ne raisonne pas dans ces termes. Très bien. Il ne s'agit pas de montrer des méchants et des gentils. Pardonnez-moi, il y a une autre responsabilité pour les chefs d'entreprise. Je ne suis pas c'est d'investir. Et effectivement, l'argent qu'ils vont mettre dans le tonneau des Danaïdes pour essayer de combler les déficits, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans l'investissement pour créer de l'innovation et pour créer des emplois. Et pardonnez-moi, je reste persuadé que le job des entrepreneurs, c'est d'apporter des solutions avec des nouveaux services, avec de l'innovation, avec des nouveaux produits. Et ça demande de l'investissement. Et c'est beaucoup plus important que les entrepreneurs fassent ce job-là plutôt que d'aller réparer, les rustines mal scellées d'un État dépensier. Christian Poyot. Essayons de faire le lien sur le sujet de l'investissement, c'est intéressant. Christian Poyot. Le lien avec la première partie de l'émission dans laquelle on regrettait tous que l'Europe n'est pas un poids suffisant. On peut trouver un lien, pas forcément ténu, effectivement. Entre la puissance économique et une zone géographique a un poids dans l'ordre mondial. Bien sûr. Il y a deux choses, il y a l'aspect, plusieurs choses, mais il y a l'aspect militaire, il y a l'aspect économique. Donc en clair, les forces armées, on peut regretter, mais c'est comme ça, voilà, depuis là aussi la nuit des temps, et puis la puissance industrielle. Et après, il y a aussi les décisions économiques au niveau de la zone. Bon. Du point de vue militaire, force est de constater que depuis la chute du mur en Europe, on a baissé les bras totalement, c'était les dividendes de la paix, les investissements dans l'armée ont été réduits à portions congrues de manière phénoménale. Donc là, on commence à se réveiller, on commence simplement à se réveiller, mais ça va prendre un temps phénoménal. On reparle à nouveau de rétablir le service national, etc. Bon. Donc il y a une prise de conscience, mais Dieu qu'elle a été longue, et Dieu qu'on a été, encore une fois, aveuglé par... BA.
Maintenant, tout est bon, la fin de l'histoire, etc., etc. C'est complètement différent. Donc la deuxième chose, c'est la puissance économique, la puissance des entreprises. La puissance américaine, qu'est-ce qui est en dehors de l'armée? C'est quoi? C'est sa puissance financière et c'est la puissance de ses entreprises. Mais pourquoi? Parce que les entreprises sont fortes, parce qu'elles sont rentables et parce qu'on les aide à se développer. Alors, je ne suis pas pour un système américain, soyons clairs, parce qu'il y a des excès dans tous les sens, mais on est à deux extrêmes. Les entreprises européennes et notamment françaises sont pénalisées dans tous les sens du terme. On a un niveau de taxe qui est complètement délirant. Les charges, sociales, etc., sont très fortes, au détriment d'ailleurs du salaire net des salariés, etc. Donc tout le temps qu'on ne changera pas ça et qu'on créera à côté une politique européenne pour avoir des champions européens, pour avoir une politique monétaire, etc., ça ne bougera pas. Simplement ça, il ne faut pas se leurrer, c'est un peu schizophrénique pour les électeurs. C'est-à-dire que vous leur dites, vous voulez ça, ils vous répondent oui, mais à côté, vous leur dites, les petits gars, l'âge de la retraite, il va peut-être falloir le changer. Oui. Changer, il va falloir travailler un petit peu tout à fait plus. la direction qu'on prend. On va peut-être arrêter les amortisseurs sociaux, pas pour tout le monde évidemment, pas pour les personnes qui sont dans des situations extrêmement compliquées, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais on est dans cette schizophrénie en Europe et pas seulement en France. Et pardon, juste pour compléter, mais parce que il s'agit pas de dire, juste pour compléter dans le propos de Daniel Lang sur un certain nombre de déséquilibres qu'il peut y avoir dans notre fiscalité et de sur-optimisation. La sur-optimisation, tout le monde est d'accord, il faut la corriger, et c'est une question de justice fiscale, mais allez imaginer que le correctif de la situation budgétaire dans laquelle nous sommes viendrait du fait que l'on n'a pas suffisamment travaillé les ajustements de sur-optimisation. Enfin, c'est pas l'auteur du c'est bidouille. C'est des bidouilles. Une bidouille à 6 milliards. Non, mais d'accord, dans chaque loi de finance et régulièrement, il faut corriger le tir. Mais d'aller dire que la situation budgétaire, l'impasse budgétaire dans laquelle nous sommes, viendrait du fait que l'on n'aurait pas bien identifié tel et tel mécanisme de suroptimisation qui peuvent exister, pardon, mais c'est mettre la focale là où elle ne devrait pas être. Le problème, c'est que l'on a effectivement donné un dynamisme à notre économie depuis une dizaine d'années et qu'au lieu de profiter de ce moment de dynamisme pour resserrer les boulons dans le fonctionnement de l'État et remettre la totalité de la société française au travail, eh bien, on a continué avec un laxisme de dépenses qui n'a cessé de croître mais c'est à mesure qu'on faisait de la croissance. Il dit ça, c'est pas la bonne mesure, mais je la prends parce qu'il faut faire un deal. C'est ce qu'il dit en gros, grosso modo. Deal politique. Je peux m'exprimer. Alors, je n'ai jamais dit que les rustines fiscales, les 6 milliards, les 8 milliards de l'année dernière, les 6 milliards de cette année, c'était la panacée, que c'est ce qu'il fallait faire, que c'était fantastique et que c'est comme ça qu'on allait s'en sortir. J'ai dit qu'il y a un sujet, notamment sur la concentration des patrimoines, et si on n'y prend pas garde, ce ne sera plus tenable dans une démocratie. Aujourd'hui, les 50% ce qui est différent de la surtaxe d'IEX. Les 50% les plus riches possèdent 94% du patrimoine. C'est ultra concentré au sein des 0,01%. Si 10%, ça ressemble plus de la moitié. Ça ressemble à la proportion d'impôts qu'ils payent. Oui, non, mais justement, l'impôt devient dégressif, passé un certain stade, pour différentes raisons, sur lesquelles maintenant je ne veux pas rentrer, parce que je n'ai jamais dit que c'est comme ça qu'on allait en sortir. Mais il y a quand même un vrai sujet, notamment sur les patrimoines. Autre chose, je suis en désaccord radical avec vous concernant la politique de l'offre. Je n'en vois pas les vertus en matière de croissance et en matière d'emploi. Si on regarde aujourd'hui... Il y a eu 1 million d'emplois qui ont été créés. Laissez-moi développer, je ne vous ai pas et les entrepreneurs que nous sommes. Laissez-moi... Il y a quand même eu 2 millions d'emplois je ne vous ai pas interrompu. Si on regarde aujourd'hui catégorie A, B et C de chômage, on est à peu près au même chiffre qu'en 2017. Si on regarde les chiffres de la croissance, on s'enthousiasmait tout à l'heure d'avoir eu malgré tout 0,9 ou 1%. Même pas 1%. J'en suis désolé, mais c'est loin d'être formidable, c'est pas fantastique. Et puis par ailleurs, en faisant des coupes qui sont procycliques dans les budgets, comme vous semblez le suggérer, ça n'a jamais amélioré la croissance, bien, donc, surtout dans les contextes comme le nôtre où le multiplicateur budgétaire est particulièrement élevé. Donc, si ce que vous suggérez, réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net, ça veut dire concrètement que les salariés, avec leur salaire net, ils vont devoir se payer des assurances qui sont extrêmement chères et peu performantes, comme dans d'autres pays, et notamment les États-Unis, pour la retraite et pour la santé. Donc, désolé, je suis en désaccord. Tout marche très bien en France. Je n'ai jamais dit ça. En tous les cas,
regardez dire, l'état de l'hôpital, des hôpitaux, des universités. Non, mais pour moi, le pire dans l'état des hôpitaux et de la santé que je partage avec vous, c'est la quantité d'argent et la quantité de surinvestissement que l'on met dans ces secteurs pour arriver au résultat sur lequel nous sommes. C'est le véritable scandale. C'est la quantité d'argent mise pour un résultat aussi médiocre. Ça devrait vraiment nous alerter, parce que le déséquilibre entre ce que nous mettons sur notre système de santé, notre système éducatif, par rapport aux résultats que nous obtenons, ça devrait effectivement... Et pardon, mais ça alerte à n'importe quel... où c'est privé. Regardez, alors attendez, vous laissez parler, s'il vous plaît, sinon pas tous en même temps. Juste vous dire que la caricature que vous ne vouliez pas sur Zuckerman, ne me la mettez pas sur le dos sur les États-Unis. Ce n'est pas parce que l'on conteste les dysfonctionnements qu'il y a dans notre pays que nous serions dans un idéal de modèle américain. Ce n'est certainement pas l'idéal que je peux avoir. En revanche, vous avez tort de dire que la politique de l'offre a donné de piètres résultats. Je vous suggère d'imaginer ce que serait le résultat de notre croissance économique si ce que l'on a appelé des cadeaux fiscaux, et qui est un terme totalement inacceptable et que l'on a chiffré à 210 milliards d'euros, si cette charge avait continué à reposer sur les entreprises, nous serions en récession tragique et la totalité de nos comptes serait dans une situation bien plus grave qu'elle est aujourd'hui. C'est très discutable, et sur les 211 milliards, je n'ai jamais dit que tout était à jeter ou à mettre au même niveau, mais très franchement, il y a à boire et à manger, et il y a de l'ordre à faire. Il y a un sujet sur l'investissement, je voudrais qu'on revienne là-dessus, c'était dans la dernière note de conjoncture de l'INSEE au mois de décembre, où vous avez un encart qui explique, noir sur blanc, que la surtaxe d'IS n'a pas pesé sur l'investissement en 2025. Oui. Et pour le coup, on le constate, puisque l'investissement, et notamment dans l'industrie manufacturière, ne cesse d'augmenter depuis 3 ou 4 trimestres consécutifs dorénavant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Si je puis me permettre, il y a des travaux empiriques sur l'investissement. J'en ai fait faire aussi à mes étudiants. Oui. Et quand on regarde les déterminants de l'investissement privé, malgré les discours, des fois, il y a le taux d'intérêt, pas toujours. Souvent, il y a le taux d'utilisation, la demande. Toujours. Vous avez des fois le Q-Tobin, c'est-à-dire le rapport entre le capital et la valeur boursière de l'entreprise. Vous n'avez jamais, dans aucun travail publié, la fiscalité. Ce qui est évident, c'est qu'on investit quand il y a une demande et que quand on regarde... Mais l'investissement dans quelles entreprises? L'investissement privé, globalement, n'a jamais dépendu de la fiscalité. Christian Poyot. La macroéconomie est quelque chose que je respecte beaucoup et qui est indispensable pour un chef d'entreprise pour regarder. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, c'est pas que je me méfie, pardon, c'est pas le bon terme, mais quand on donne un chiffre extrêmement global comme ça, pour moi, ça n'a pas grande différentes réalités derrière, on est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Quel secteur d'activité? Les entreprises internationales qui sont plutôt transférées sur le territoire français, les grandes entreprises, les moyennes, etc. Donc il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail. Ce qu'on peut dire, on a des clients qui sont plutôt des grandes entreprises. Oui. Globalement, l'investissement sur 2025, il a été limité, on va dire ça comme ça. Oui. Mais c'est pas parce que moi j'ai observé ça, c'est une donnée pour l'ensemble des entreprises. Et puis encore une fois, nos clients, ils ont limité leurs investissements sur certaines choses en Europe. Par contre, ils les ont augmentés. Ça a été à un moment donné au Japon, même si ça diminue, etc. Donc le chiffre d'investissement, il est très général. Après, est-ce que la fiscalité a un impact? Oui, ça en a. Maintenant, c'est pas parce qu'on augmente la fiscalité que ça y est, il y a plus rien. L'entreprise, encore une fois, elle a une vision de moyen long terme. Donc, elle se dit, OK, si même si on m'impose une fiscalité qui est pas normale, etc., si je mets pas 1 euro dans un projet qui va me donner du business à 3, 4, 5 ans, je vais continuer à le faire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas non plus directement lié. Par contre, ça limite les choses. Si la fiscalité n'avait pas été mise, l'investissement a été supérieur. C'est ça que je veux dire. Moi, je voudrais juste ajouter un point, parce que ce débat, il est important. C'est un vrai débat d'experts. Non, mais je sais pas. En tous les cas, c'est un vrai débat sur le rôle aussi, le regard. Pardon, je ne veux pas critiquer l'économiste que vous êtes, le macroéconomiste, mais qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent apporter à notre fonctionnement de pays et de république et de débat? Une question politique. On a du pragmatisme. On a des réflexes que quand ça ne va pas, on serre les boulons partout. Ça ne veut pas dire que l'État se gère comme une entreprise, il y a des différences, mais le regard et la pratique que nous avons a un rôle. Lorsque l'on met autant d'argent pour aussi peu de résultats ou des mauvais résultats sur un système, on
regarde ailleurs parce que nous, on a des concurrents. Et donc, on se dit, mais il va falloir que l'on regarde comment les autres font pour se mettre un peu, j'allais dire, dans ce qui est performant. Eh bien, tous ces réflexes-là que les entrepreneurs ont, nous pensons que nous devons l'apporter à un système politique qui a du mal, et il n'y a aucune connotation séditieuse à ce que je dis, notre système politique a du mal à traiter les défis auxquels il est confronté, il a du mal avec ses déficits, il a du mal avec le débat démocratique et parlementaire. Je pense que nous avons notre responsabilité, c'est d'apporter de l'efficacité. Une réponse en 30 secondes, c'est l'efficacité de l'euro dépensé, en fait, qui est mise en question là, par Léonidas. Daniel Lang, 30 secondes. J'ai lu votre tribune, je suis en accord avec beaucoup de choses de ce que vous dites. Pour autant, si on transposait à l'État la logique qui est celle des entreprises, ce serait un véritable désastre. Ne serait-ce que parce que en période de récession, en période où l'investissement ne rentre pas, il faut que l'État dépense parce que sinon ça aggrave la récession. Ça relance notamment le secteur du bâtiment qui ne va pas bien en ce moment et qui aurait vraiment besoin d'un coup de pouce. Oui, mais que l'État investisse sur des investissements long terme. Et là, aujourd'hui, l'État s'endette. Pourquoi l'État s'endette pour payer les retraites. Payer des prestations sociales. C'est la question du modèle social sur lequel on pourra revenir à de nombreuses émissions.